L'air lourd dans la valetudinarium militaire sentait le vin, le sang et la sueur. Un jeune légionnaire, le visage crispé par la douleur, mordait fermement une lanière de cuir pendant que le médecin examinait sa blessure infectée. Dans les mains du praticien, un bistouri en bronze brillait sous la lumière des torches. Il n'y avait pas d'anesthésie, seulement une brutalité rapide et précise. Telle était la réalité médicale qui soutenait l'Empire romain à son apogée. Comment une civilisation qui dominait le monde connu affrontait-elle ses ennemis les plus intimes, maladies, infections et blessures de guerre? Que se passait-il dans les tout premiers hôpitaux de l'histoire, où chaque procédure était une course contre la mort? Et quel fut le véritable prix des avancées médicales romaines conquises au prix de souffrances innombrables? Dans cette immersion historique, vous découvrirez les rituels choquants qui précédaient les opérations où magie et science se confondaient, les techniques ingénieuses de suture et d'amputation qui étonnent encore aujourd'hui, le rôle des valetudinaria, les premiers hôpitaux militaires de l'histoire, le coût humain derrière chaque progrès de la médecine romaine. Préparez-vous pour un voyage intense à travers les couloirs de la médecine antique, où chaque traitement était un combat, chaque médecin un guerrier et chaque survivant un miracle. Avez-vous l'estomac assez solide pour découvrir le vrai visage de la médecine romaine? Dans la Rome antique, avant l'existence de médecins professionnels, c'était le pater familias, le chef de famille, qui s'occupait de la santé de ses proches. Il était chargé de soigner les maladies et les blessures au sein du foyer, en s'appuyant sur les savoirs transmis de génération en génération. Les familles romaines faisaient appel au pater familias pour résoudre les problèmes de santé. Il utilisait des remèdes naturels, comme des herbes médicinales et des infusions. De plus, il accomplissait des rituels religieux, des prières et offrait même des sacrifices aux dieux, pensant que les maladies pouvaient être causées par la colère divine. Pour les maladies plus graves, le pater familias pouvait avoir recours à des traitements plus invasifs, comme la saignée, une pratique répandue à l'époque, ou faire appel à des médecins étrangers, notamment grecs, qui commencèrent à arriver à Rome. L'arrivée des médecins grecs à Rome, surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, marqua une transformation majeure dans la médecine romaine et modifia profondément la manière dont la République romaine abordait les soins de santé. La médecine grecque, bien plus structurée, reposait sur la théorie et l'observation pratique. Avec l'expansion de la République et l'intensification des contacts avec les Grecs, de nombreux médecins venus de Grèce commencèrent à s'installer à Rome. Au début, les Romains étaient réticents, très attachés à leur tradition, mais ils finirent par reconnaître l'efficacité et la qualité des traitements grecs, en particulier pour les maladies complexes et les interventions chirurgicales. Les premiers médecins grecs arrivés à Rome étaient très bien formés, issus d'écoles prestigieuses de la Grèce, comme celle d'Alexandrie. L'un des premiers médecins notables fut Asclépiade de Bithynie, arrivé à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il apporta une approche plus moderne de la médecine, centrée sur l'équilibre entre le corps et l'esprit, estimant que le corps possédait une capacité naturelle d'auto-guérison. Il privilégiait des traitements plus doux, tels que les bains thérapeutiques et les régimes alimentaires, à la place des méthodes agressives jusque-là utilisées. Outre l'amélioration des traitements, les Grecs introduisirent une nouvelle manière de concevoir la santé. Ils démontrèrent que les maladies n'étaient pas causées par des châtiments divins, comme on le croyait souvent, mais par des déséquilibres corporels. Cette vision fit évoluer la médecine romaine vers une approche plus scientifique et moins superstitieuse, ce qui était particulièrement important dans le contexte des longues campagnes militaires. Cette évolution permit également la création des valetudinaria, les premiers hôpitaux militaires romains, conçus pour soigner les soldats blessés lors des campagnes. Ces établissements, bien organisés, témoignaient de l'influence grecque dans la structuration des soins. Chaque valetudinarium disposait de salles séparées pour différents types de blessures, d'espaces pour les interventions chirurgicales, ainsi que de personnel spécialisé, tels que les médici, médecins, les capsarii, infirmiers, et les pharmacopolae, préparateurs de remèdes.
Grâce à ces avancées, Rome passa d'un système de soins domestiques et rituels à une médecine plus rationnelle, adaptée aux besoins logistiques et humains d'un empire en constante expansion. La médecine dans l'armée romaine. L'armée romaine avait besoin d'une structure médicale bien organisée pour faire face à la diversité des blessures et maladies. À l'origine, les soignants étaient de simples assistants suivant les légions, mais avec le temps, la médecine militaire devint une profession plus spécialisée. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains mirent en place un système médical plus structuré. Sous le consulat de Jules César, la fonction de médecin militaire fut officialisée. Il accorda la citoyenneté romaine aux médecins de l'armée et institua un système de formation et de sélection de ses professionnels. Le personnel médical présent sur les champs de bataille se composait de divers spécialistes, chacun ayant des responsabilités bien définies. Parmi les groupes principaux de la médecine militaire romaine figuraient les medici, les veterinarii, les optio valetudinarii et les capsarii. Chacun de ces groupes jouait un rôle crucial dans les soins apportés aux soldats. Medici, les médecins proprement dits, chargés du traitement des soldats malades ou blessés. Ils étaient souvent spécialisés en chirurgie, diagnostic ou soins généraux. Leurs tâches comprenaient le traitement des blessures par arme, des fractures, infections et maladies diverses. Ils réalisaient également des interventions chirurgicales comme les amputations ou le drainage d'abcès. Vétérinarie. Ces professionnels s'occupaient non seulement des animaux de l'armée, mais aussi des soins généraux apportés aux soldats vétérans. Ils participaient à la surveillance de leur santé physique et mentale, particulièrement importante durant les longues campagnes militaires. Optio valetudinarii, officiers administratifs. Ils supervisaient le bon fonctionnement des hôpitaux militaires. Ils géraient les stocks de médicaments et de matériel médical, coordonnaient les équipes de soins et organisaient la prise en charge des soldats blessés en fonction de la gravité de leur état. Capsarii, aides-soignants. Ils étaient responsables des soins post-chirurgicaux et de la cicatrisation des plaies. Ils changeaient les bandages, nettoyaient les blessures, appliquaient des onguents et transportaient les blessés vers les hôpitaux de campagne. Leur rôle était fondamental dans la convalescence des soldats. Grâce à cette organisation médicale rigoureuse, l'armée romaine parvenait à maintenir un niveau de santé relativement élevé parmi ses troupes, même dans des conditions extrêmes de guerre. La présence d'un système médical mobile, capable de suivre les légions en campagne, permettait des interventions rapides et efficaces, réduisant la mortalité due aux blessures infectées ou aux maladies contagieuses. Cette efficacité sanitaire contribuait directement à la puissance militaire de Rome, car elle assurait une armée plus résiliente, mieux préparée à long terme. Ainsi, la médecine militaire romaine devint un modèle d'ingéniosité et de pragmatisme, illustrant comment la discipline, la hiérarchie et le savoir pouvaient se conjuguer au service de la survie sur le champ de bataille. Les hôpitaux militaires. Les valetudinaria étaient des hôpitaux militaires construits pour soigner les soldats blessés, malades ou inaptes au combat. Érigés dans ou à proximité des forteresses et camps militaires, ils permettaient un accès rapide aux soins en temps de guerre. Le mot valetudinarium vient du latin valetudo, signifiant santé ou bien-être. C'était un lieu où les soldats pouvaient récupérer loin du front. Ces hôpitaux avaient un agencement simple mais fonctionnel. Ils comprenaient plusieurs zones, une salle de triage, des dortoirs pour les blessés, des salles d'opération, des zones de repos et des espaces de stockage pour les fournitures médicales. La structure suivait généralement un plan rectangulaire, divisé en sections selon les types de soins. Certains pouvaient accueillir jusqu'à 200 patients. Ils étaient équipés d'instruments comme des pinces, scalpels, seringues et autres outils chirurgicaux. Les valetudinaria témoignaient de l'ingéniosité romaine en matière d'organisation médicale et logistique. Ces établissements n'étaient pas seulement des lieux de soins, mais faisaient partie intégrante de la stratégie militaire, contribuant au maintien de la force de combat sur le long terme.
L'hygiène y était rigoureusement contrôlée. Les latrines étaient séparées, l'eau courante acheminée par des aqueducs et la ventilation soigneusement pensée pour éviter la propagation des maladies. Cette attention portée à la propreté et à la gestion des espaces reflète l'influence des principes grecs, mais aussi la discipline propre à l'armée romaine. En somme, les valetudinaria constituaient une innovation décisive, faisant de Rome une civilisation pionnière dans la mise en place de soins de santé institutionnalisés au service de son appareil militaire. Les interventions chirurgicales à Rome. Les interventions chirurgicales, notamment dans le contexte militaire, étaient complexes, mais indispensables pour soigner les blessures graves. La plupart des blessures sur le champ de bataille étaient causées par des traumatismes directs, tels que coupures, fractures et lacérations. Les médecins romains mirent donc au point plusieurs techniques chirurgicales adaptées. Amputation. En cas de fractures irréparables, l'amputation devenait nécessaire pour sauver la vie du soldat. Des scalpels, scies et leviers osseux étaient utilisés à cet effet. Suture de plaies ouvertes. Les blessures infligées par des lames ou flèches nécessitaient souvent des sutures pour éviter les infections et permettre la cicatrisation. Chirurgie oculaire. L'opération de la cataracte était pratiquée à l'époque romaine, bien que rudimentaire. Des aiguilles et scalpels étaient utilisés pour retirer la cataracte et améliorer la vision. Traitement des fractures. Les os cassés étaient immobilisés à l'aide de bandages et d'attelles, favorisant la consolidation. Même si les Romains avaient une bonne maîtrise de la chirurgie externe, les interventions internes, cœur, cerveau, organes vitaux, étaient rares en raison de leur dangerosité. De plus, l'absence d'anesthésie rendait les opérations extrêmement douloureuses. Pour faire face à cette douleur intense, les médecins utilisaient quelques méthodes d'atténuation rudimentaires. On administrait parfois du vin très fort ou des décoctions d'herbes aux propriétés sédatives comme le pavot ou la mandragore. Cependant, la principale stratégie restait la rapidité et la dextérité du chirurgien. Les patients, souvent des soldats endurcis, devaient mordre une pièce de cuir ou être maintenus fermement pendant l'opération. L'environnement de ces interventions, souvent une salle faiblement éclairée dans un valetudinarium, entouré de cris et d'odeurs fortes, témoignait du caractère brutal mais nécessaire de la médecine romaine. Malgré les limites de l'époque, ces techniques ont jeté les bases de nombreuses pratiques chirurgicales modernes, prouvant que, même sans technologie avancée, l'ingéniosité et l'expérience pouvaient sauver des vies. Le déclin de la médecine romaine. Sous le règne de l'empereur Auguste, les médecins reçurent des avantages tels que l'exemption fiscale, ce qui contribua à la professionnalisation de la médecine. Toutefois, elle restait inaccessible à une grande partie de la population. Les élites pouvaient consulter des médecins qualifiés, tandis que les classes populaires s'en remettaient souvent aux guérisseurs ou aux remèdes traditionnels. La médecine romaine atteignit un haut niveau de développement, mais déclina avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle. Après l'effondrement de Rome, une grande partie du savoir médical gréco-romain disparut ou fut négligée. Les écoles de médecine furent fermées et les médecins se firent rares. Cependant, certains écrits de grands médecins romains comme Galien ou Dioscoride furent conservés par des moines et savants du monde islamique. Durant la Renaissance, ces textes furent redécouverts et étudiés de nouveau, jouant un rôle essentiel dans la redéfinition de la médecine moderne. Ce legs, transmis à travers les siècles, démontre combien la médecine romaine, malgré ses limites, a façonné les fondements du savoir médical occidental. Les principes d'observation clinique, de classification des maladies, d'hygiène et de soins chirurgicaux, bien que rudimentaires à l'époque, inspirèrent les grandes écoles de médecine européennes des siècles suivants. Ainsi, derrière les instruments de bronze et les incantations religieuses, se cachait déjà une volonté de comprendre et de traiter le corps humain de manière rationnelle. La médecine romaine n'était pas seulement un outil de survie militaire ou un privilège aristocratique.
Elle fut l'une des premières tentatives structurées d'une civilisation pour systématiser la santé humaine. Alors, si cette incursion dans l'histoire de la médecine romaine vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Une autre vidéo vous est suggérée ici, à droite de l'écran, pour continuer votre exploration.